Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OSEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas, comment tu vas ? Et ça va très bien, très bien. Alors on va se faire une spéciale Halloween parce qu'on enregistre mi-octobre. On espère qu'on va poster ça avant Halloween, ça serait cool. Ouais, ça serait le top. Donc on s'est dit que pour Halloween, on allait vous parler de Halloween. Tout simplement. Voilà. Alors on a hésité parce que le Halloween de Carpenter, de 78, on a hésité longtemps parce qu'on s'était dit que tout avait déjà été dit. Ouais, sur ce film, oui, ça a été classique. Voilà, c'est le précurseur du slasher. Donc il y a eu 500 millions de podcasts et de vidéos qui traitent, même de livres qui traitent de ce film. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus qui n'a pas été dit. On s'est dit que c'était peut-être une bonne idée. Je l'avais évoqué sur l'épisode qu'on avait fait il y a 2 semaines, de comparer, faire un comparatif entre le Halloween de Carpenter, qui est sorti en 78, et le Halloween de Rob Zombie, qui est sorti en 2007, c'est ça ? C'est ça. Vu que pour nous, c'est deux c'est des chefs-d'œuvre pour nous, les deux films. Parmi nos films préférés qu'on regarde souvent. Ouais, c'est parmi nos films d'horreur préférés. Et on s'est dit que vu que les deux films n'ont presque rien à voir, alors que ça raconte soi-disant la même histoire, on s'était dit que ça allait peut-être être pertinent de les comparer, tout simplement, de faire un petit comparatif et d'expliquer pourquoi on trouve que les deux films sont géniaux, tout simplement. C'est ça, tu as bien résumé. Merci pour une fois. Honnêtement, on va pas pitcher les films. Non, je pense que c'est pas la peine. Hein. Je pense que voilà. C'est des pitchs assez simples de toute façon de slasher. Il n'y a pas grand-chose à dire, même si on devait le faire. Oui, un tueur masqué qui veut dégommer des gonzesses. Voilà. Alors, sûrement qu'on va pitcher par rapport au Rob Zombie, vu qu'il apporte quelque chose de nouveau dans le scénario, par rapport au Carpenter. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Moi, je pense que pitch, on peut sauter ça, il n'y a pas de souci. C'est ça. Je pensais que c'était peut-être une bonne idée avant de décortiquer un peu les films de parler du style de Carpenter et de Rob Zombie, du style de mise en scène, parce que même pas que sur les Halloween, sur les Halloween, mais même en général, ils ont un style complètement presque opposé, quoi. Oui, clairement. Donc on va rapidement parler de Carpenter parce que je pense que ceux qui nous écoutent connaissent déjà Carpenter. Oui, c'est comme le film Halloween. Je pense que lui-même, il a des bouquins, des documentaires, et tout le monde s'est fait sa filmo 50 fois, je pense. Oui, voilà. Après, je pense que c'est quand même important de situer un peu les deux réalisateurs dans leur manière de filmer, histoire de bien comprendre ce qui les oppose, tout simplement. Ouais. On va commencer par John Carpenter. Ça marche. Bon, alors John Carpenter, dans le genre horrifique, il met toujours en image de manière très ordonnée le chaos, je trouve. Que ce soit dans l'antre de la folie ou n'importe quoi, c'est toujours cadré de manière millimétrée, la caméra est toujours posée avec des cadres propres à l'ancienne, quoi. C'est assez classique. Il croit en la puissance du mythe et surtout du cinéma comme langage visuel. Donc dans le sens où il montre sans expliquer à chaque fois. Je sais pas si tu captes ça, toi. C'est très sensitif en fait. Ça paraît, à première vue, ça paraît assez simpliste, mais on en avait parlé la dernière fois dans le podcast. On avait dit que c'était un réalisateur de la soustraction. Exactement. Ouais. Et après, on comprend pourquoi, en fait, la soustraction, ça rend en fait les films grandioses, quoi, au final, parce que c'est même pas une question de maîtriser, quoi. C'est même pas une question de hors champ, parce que là, des fois, même dans le hors champ, il se passe rien, tu vois. Il installe des ambiances, voilà. C'est ça. Et alors son style, en fait, il repose plutôt sur la simplicité, comme on a dit, sur la clarté. Oui, on va dire, il y a un terme qui revient souvent sur certains réalisateurs, les Spielberg, etc. C'est le terme virtuose. On n'a pas ça chez Carpenter du tout. Pas du tout, non. Mais c'est pas pour ça qu'il est pas au niveau de ces mecs-là et que c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et après, se revendique de John Ford et tout. Oui, voilà, après, c'est ça, revendication de John Ford, etc., les westerns, plus tout ce qui est pour les trucs très classiques, donc les Hammer et les Universal, films de monstres, plus d'autres trucs, films années 50 d'extraterrestres et d'attaques d'araignées, des trucs comme ça. Donc bien sûr que c'est un réalisateur qui est... Alors malheureusement, est-ce que pour la jeune génération, je sais pas si ça paraît daté, ces films. Ouais, on peut se poser la question. Après, je suis pas du jeunisme, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui ont adoré. Et puis nous aussi, on n'était pas si... Enfin, comment dire, nous on a découvert les films jeunes, ils étaient déjà sortis depuis un moment, quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est par rapport au cinéma actuel. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, je pense que ça peut... Bon, il y a certains films qui ont vieilli, moi je trouvais, de Carpenter. Oui. Voilà. Mais on a quand même ce goût des trucs qui ont vieilli, en fait. Oui. Tu vois, ça reste... Ça garde son charme. C'est ça garde son charme. Donc voilà, après... Oui, donc tu as souvent un découpage plutôt fluide, un montage lent, un usage intelligent du silence aussi.
Oui. Voilà. Et évidemment, donc, sa musique, qui est sa marque de fabrique. Hein. C'est lui qui compose la plupart D'ailleurs, excuse-moi. Vas-y. J'allais juste dire que c'est lui qui compose la plupart des musiques de ses films. Oui, voilà. Donc, la musique qui est Bon, pas besoin de s'y connaître en musique pour voir qu'il n'y a que 3-4 notes. Et visuellement, c'est pareil, en fait. C'est, comment dire, il va vraiment aller pur, quoi. C'est-à-dire que la musique, elle est toute simple. Et visuellement, c'est tout simple. Et pourtant, la musique d'Halloween, on l'écoute depuis 40 ans. Elle est géniale. C'est des nappes d'ambiance, en fait. La musique de Los Angeles, New York et tout, c'est fabuleux. C'est des classiques. Pour résumer vite fait, en fait, le monde chez Carpenter, c'est souvent ordonné en apparence, mais c'est miné par une menace invisible à chaque fois. Quand je dis ordonné en apparence, je parle vraiment de la mise en scène, du cadrage et tout, tu vois, pas de ce qui se passe dans le cadre, parce que parfois c'est vraiment le bordel. Oui. Genre Ghost of Mars, Ghost of Mars, The Thing. Mais oui, voilà, c'est un cinéaste du contrôle, je pense. C'est un mec qui pose sa caméra, il réfléchit, il se passe des trucs. Alors que Rob Zombie, c'est presque l'inverse. C'est le cinéma du débordement. Y a tout qui sointe, ça hurle, ça gueule partout. C'est saturé, tu vois. En fait, Rob Zombie adore Carpenter, mais sa référence principale, c'est Tobe Hooper. Oui. Donc lui, c'est le cinéaste du chaos, Massacre à tronçonneuse, il n'y a pas plus chaotique que ça. Non, bien sûr. C'est un caméra à l'épaule, chaotique, décadré, montage haché, enfin c'est un chaos en fait. Oui, c'est le chaos tout le temps. Chaos, c'est ça. C'est le chaos et tout le monde a un côté sombre, tous les personnages, même les parents qui sont censés être... dans Halloween, dans son Halloween, les parents adoptifs de Laurie... il suffit qu'ils se retrouvent tout seuls, tous les deux, 30 secondes, et le père il propose à la mère, on va dans la chambre. Enfin, tu vois, toujours. C'est ça. En fait, ce qui est bien avec Rob Zombie, c'est qu'il arrive à caractériser. En fait, ce qui est bien chez Rob Zombie, dans toute sa filmo, c'est qu'il arrive à caractériser les persos en 2-3 phrases. Et du coup, il arrive à donner une espèce d'épaisseur aux persos en 2-3 phrases. Et voilà, même s'il y a des persos des fois... Oui, tu as des persos secondaires qui sont juste dans une scène. Et ça donne un impact. S'ils se font tuer, ça leur donne un impact alors que tu viens juste de les rencontrer, quoi. Et ça, je trouve que c'est, comme tu disais pour les parents, je trouve qu'il arrive vraiment bien à faire ça, lui. Oui, bien sûr. Comme tu disais, les cadrages ils sont instables, c'est filmé à l'épaule. C'est gavé d'inserts aussi. Ouais. Des fois, il y a des inserts... des fois, il y a des... Genre, tu as des raccords dans l'axe, tu as un plan, puis d'un coup, c'est filmé d'un peu... Ça n'a aucun intérêt, ça veut rien dire. En fait, c'est ça qui est bien des fois, c'est que des fois, son seul mot d'ordre, c'est mettre mal à l'aise, tu vois. Ouais. Donc des fois, c'est pas trop vecteur de sens, c'est juste pour te déstabiliser. Oui, c'est juste sensitif aussi, mais d'une autre façon, la façon contraire de Carpenter. En fait, avec ce podcast, on veut redorer le blason du remake et expliquer pourquoi il est pertinent, pourquoi il est excellent. Ouais. Et certaines critiques vis-à-vis du Carpenter qui étaient en mode... il a rien compris à Carpenter, il fait il en dit trop par rapport au Carpenter. Alors moi, ce que je répondrais à ça, c'est que déjà il a l'intelligence de faire une préquelle, mais une préquelle de son remake à lui. Il fait pas une préquelle de Carpenter. Donc il en dit pas trop par rapport à ce qu'on connaît de Carpenter, étant donné que c'est pas lié du tout. Les deux films n'ont aucun lien. Après donc voilà, c'était juste histoire de faire un petit comparatif de leur approche de la mise en scène rapide. Avant de plonger dans les Halloween. En gros, Carpenter, tu as l'impression qu'il observe à distance, alors que Rob Zombie, lui, te met dedans. Voilà. Donc, j'ai un peu travaillé là. J'ai fait un petit tableau pour résumer rapidement ma prise de notes. Ouais. Donc, en fait, au niveau de l'approche de la mise en scène, John Carpenter, il est plutôt classique. Là où Rob Zombie, il est brut et organique. Au niveau des choix du cadre, John Carpenter, c'est plutôt stable et précis, alors qu'à l'inverse, Rob Zombie, c'est instable et nerveux. Le rapport au mal, comme ça on peut faire le pont avec Halloween. Oui, après, c'est pas que dans Halloween, même en général. Carpenter, c'est en général. C'est plutôt métaphysique et abstrait, John Carpenter. Là où Rob Zombie, c'est plutôt social et concret. Ouais. Et au niveau de l'attention, John Carpenter, il marche par la suggestion, alors que Rob Zombie, c'est la saturation et le trop-plein. En fait, chez Carpenter, Michael Myers, c'est le mal qui se glisse dans notre environnement. Ouais. Et chez Rob Zombie, Michael Myers, c'est le produit de notre environnement. C'est ça. Tu vois, c'est la conséquence de nos actes et tout. Est-ce qu'on n'attaquerait pas les différences entre les deux Halloween ? Ouais, ça marche, on peut faire ça. Comme ça, pour savoir un peu... Justement, on parlait des deux styles des deux réalisateurs et justement, les deux Halloween
définissent tout ce que tu as dit avant. Exactement, là. Oui. Et c'est ça, oui, toutes les différences qu'on a notées avant, elles sont dans les deux Halloween. C'est pas la peine de prendre la filmo de chacun. Ah non, pas du tout. Donc, alors chez Rob Zombie, Michael Myers, il est toujours au centre de l'image. Il le filme vraiment frontalement. Il est bien présent et massif. Pour être massif, il est massif. Il fait 2 mètres et quelques. Oui. C'est vraiment il occupe tout le cadre, en fait, à chaque fois. Ouais. C'est tangible. En fait, voilà, ce qu'on veut dire, c'est que les différences, c'est que tu as un Myers un peu fantomatique chez Carpenter et le total inverse. Voilà, chez Rob Zombie, comme tu dis, massif, quoi. Le mec, il existe physiquement. Il est très palpable, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, ils ont pris un catcheur pour le jouer, quoi. Donc, c'est une masse de muscles. Donc, voilà, déjà, grosse différence. Tu sens le poids et la brutalité, tu vois. Ouais, alors que dans le Michael Myers de Carpenter, c'est pas la brutalité dans le sadisme, tu vois, mais c'est pas quelqu'un qui va soulever, balancer par la fenêtre. Voilà. Bah, en fait, tout simplement, si on peut attaquer sur les meurtres, c'est que tous les meurtres de Myers chez Carpenter, ils sont furtifs. C'est toujours, il va sortir du bord cadre, il va attaquer. Dans le noir, par exemple, il va attaquer. Il avance jamais vers une victime et la victime dit non, c'est un chat, je m'en vais. Genre non, ne me tue pas, machin. Non, dès qu'il est là, la victime elle est morte. D'où la scène culte du fantôme où il se déguise en fantôme. C'est le seul moment où il arrive face à face avec une personne. Et pour détourner ce truc de ah merde, là elle va me voir la fille, il se met un masque et il fait croire que c'est son copain et il la tue quand elle est au téléphone, elle est de dos. Tac, là il l'attrape, il enlève le masque. Voilà. Et chez Rob Zombie c'est l'inverse. Enfin c'est pas l'inverse, il y a des meurtres furtifs, mais il y a beaucoup de meurtres aussi où il les fait durer. Hein. Même quand c'est furtif, il l'attrape. Il balance les gens par terre, il les tabasse, tu vois, il y a pas durer quand c'est Danny Trejo là dans le. Bon, désolé pour l'accent, Trejo, on s'en fout. Mais bon, il le fait bien souffrir, il le noie, tout ça. Je crois que c'est la mère aussi, la mère adoptive de Laurie. Ouais, on voit pas tout. Ouais, on voit pas tout, mais il la tue pas d'un coup, quoi. Vraiment, il se montre, quoi, tu vois. Ouais, je crois que c'est suggéré par la mise en scène, mais il lui casse la nuque. Ouais. Mais après, il continue à la tabasser parce que quand tu vois quand le shérif il appelle, il y a un plan dans la maison où tu la vois par terre fracassée. Oui, exact. Oui, tu la vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, donc on va rien apprendre à personne au niveau du Carpenter. L'anecdote, comme quoi dans le scénar, il était décrit comme The Shape. Donc c'est vraiment un fantôme, quoi. Oui, c'est vraiment juste une ombre qui apparaît derrière. Ouais. En fait, le masque, c'est The Shape. Myers, c'est même pas lui le tueur, en fait. C'est The Shape le tueur. Donc il tue quand il a le masque. Après, le masque blanc sans expression, c'est pas là pour rien. Chacun peut plaquer la peur qu'il veut sur. D'ailleurs, j'avais vu un truc, je sais plus, c'est dans un des livres que j'ai vu, c'est en fait, tu as des plans où tu vois juste la tête, mais comme il est dans le noir, tu as juste l'impression que la tête elle flotte. Ouais. Tu vois. Donc en fait, c'est vraiment pour montrer que Myers, enfin non, justement The Shape, c'est lui le. Myers, c'est juste un vaisseau en fait, un vaisseau vide pour le mal qui est représenté par ce masque. C'est pour ça qu'il y a ce plan. À un moment donné où on le voit enlever, c'est Laurie qui lui enlève le masque et il le remet parce qu'en fait il fait rien sans ce masque, tu vois. Ça j'ai lu, c'est dans le livre de Toré, il avait analysé ça je crois, ou dans l'autre livre je sais plus, de Stéphane Boulet chez Faire d'édition, qui était vraiment bien, c'est les masques de John Carpenter. Et ils disent, je sais plus c'est lequel, il parle de cette scène, il dit en fait sans le masque il va pas tuer, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il se le remet direct et ça montre vraiment que. D'ailleurs, dans le générique de fin aussi, c'est écrit The Shape. C'est écrit The Shape. Je crois que c'est Nick Castle The Shape et Michael Myers, c'est l'acteur qui a cette tête-là, il me semble, ou un truc comme ça. Mais après, tu as. En fait, tu sens que c'est juste un vaisseau, une coquille vide, puisqu'il parle plus. Il parle, ça fait depuis qu'il a tué, qu'il est gamin, il parle plus. Donc il est vide. Voilà, il est vide totalement. Ce qui est pertinent aussi, encore une fois, c'est que le film commence là-dessus. Donc le mal arrive, tac, il est là. Chez Rob Zombie, c'est différent. On va voir le mal arriver. Donc encore une fois, chez Rob Zombie, c'est excellent qu'il ait fait ce truc de préquel. Et pour beaucoup de gens, c'est la phase la plus passionnante du film que le remake, parce que le remake, forcément, ça reprend des trucs du Carpenter, c'est plus balisé, on va dire, au niveau scénario, alors qu'il y a une vraie grosse écriture dans la première partie. Mais je trouve que la première partie...
il n'y a pas de dichotomie entre la première et la deuxième partie. Je trouve que la première, elle nourrit la seconde, tu vois. Oui. Moi, je dirais qu'il y a 3 actes. Hein. Il y a Michael Myers chez lui, en famille. Il y a l'hôpital psychiatrique. Oui, bien sûr. Donc, quand je dis la dichotomie, c'est la le préquel de Rosenby et la version remake. Tu vois, voilà. Je trouve qu'elles se nourrissent bien les deux. C'est assez fluide. Il n'y a pas de... Enfin, je ressens pas trop la cassure entre les deux trucs, quoi. Oui. Après, ça se ressent aussi même dans la manière de cadrer, cette manière de filmer le mal, justement, la différence, tu la ressens dans la mise en scène, parce que, en fait, Carpenter, il filme souvent comme si on voyait à travers les yeux de Myers, et pas seulement que dans la scène d'intro. Tu sais, dans la scène d'intro... oui, dans cette fameuse scène d'intro vue à la première personne, là. Voilà. Parfois, les choix de cadre, ils se confondent avec le point de vue de Michael Myers. On voit les personnages de l'extérieur à travers une fenêtre, ou encore on les voit marcher au loin avant de se rapprocher. C'est ça. Tu as vraiment tu as le point de vue, pas tout le temps, hein, mais quand tu as... Pas tout le temps, mais en plus, là où Carpenter, c'est un génie, c'est qu'il utilise sa musique, justement, pour te dire... il est là. Ouais. C'est ça, parce qu'au début, il y a Laurie qui marche vraiment dès la scène où... juste après que Myers s'évade, il y a une scène vraiment où Laurie se balade, elle doit aller emmener les clés chez la maison de Myers, mais c'est une scène vraiment calme, et il te met la musique stressante. C'est ce que tu dis, en fait. Parce qu'il il utilise sa musique, c'est pas juste pour faire un rythme, machin, faire beau dans la musique, non. C'est pour te dire, ma musique, regarde, c'est Myers. Oui, il est pas loin. C'est ça. Et Rob Zombie, en fait, il fait l'inverse. Il reprend pas les plans en première personne. Non. Il le fait pas dans le remake. Et en fait, sa caméra, elle est jamais dans la tête du tueur. Elle est dans celle du spectateur. C'est ça. En fait, elle est souvent cachée, planquée derrière un mur, un meuble ou un angle, comme si elle était témoin et qu'elle voulait se cacher. Tu vois. Oui, mais en fait, Rob Zombie, de par sa préquelle, et ensuite, même dans le remake, il y a une scène où... en fait, Rob Zombie peut se permettre d'avoir Michael Myers en perso principal d'une scène, ce que ne fait jamais Carpenter. Et non. Carpenter, Myers dépendait toujours d'une victime ou de Laurie, etc. Il n'y a jamais... ce truc-là, alors que Rob Zombie le fait, par exemple, tout l'après-qu'elle c'est ça, parce que c'est centré sur le gamin, pareil dans l'hôpital psychiatrique, mais il y a une scène aussi, c'est la scène justement où Laurie va donner les clés chez Rob Zombie. Hein. Ouais. Va donner les clés, enfin pas les clés de chez Rob Zombie, mais les clés de Michael Myers. Okay. Et on voit Michael Myers en train de chercher son masque, etc. Donc c'est là où il retrouve son masque. Ouais. C'est lui le héros de la scène dans ce truc-là. Et ça n'arrive jamais chez Carpenter. Parce que Carpenter, lui, il veut rendre le mal mystérieux. Tu ne veux pas comprendre. Invisible. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le Myers, il est au centre de la caméra, là où chez Carpenter, il est derrière, dans l'ombre, et on ne voit pas. Et il y a même moi, j'aime bien cette scène. Je la trouve toujours dérangeante et bizarre dans la version de Carpenter. Quand Loomis il retourne à la maison des Myers, et qu'il voit un animal mort, un chevreuil, je crois, sur la table, il dit il s'est nourri, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu n'imagines pas le Michael Myers de Carpenter en train de chasser un truc et de manger, tu vois. C'est ça. Non, lui, il n'a pas ces besoins-là naturels. Mais je crois que tu as dit chez Carpenter, non? Quand tu as dit c'est chez Loomis qui mange c'est dans le Carpenter. Ah, c'est dans le Carpenter. Oui, dans le Carpenter. J'ai pas fait gaffe. Je pensais que c'était Rob Zombie. Quand il arrive avec le... Ah oui, effectivement, oui. Ça, avec le shérif. Ouais. Tu vois, qui dit... Ça fait un peu HS. Voilà, mais ça, c'est quand même dérangeant. Oui. Je trouve que c'est dérangeant parce que tu n'arrives pas à l'imaginer en train de faire ça, en train d'enlever le masque. Il n'est pas comme ça, le personnage. Ouais. Mais il l'a quand même fait. Du coup... On se demande est-ce qu'il le fait ou pas, parce que quand il s'évade aussi... Loomis dit il a dû passer le permis dans le, tu vois, il s'évade en voiture, il dit il a dû passer le permis de voiture, machin. Ça aussi, tu sais, t'imagines pas avec un instructeur en train de passer le permis, mais ça contribue au truc étrange. Après, il y a un truc que j'avais noté et que je m'étais c'était un truc que j'avais vu chez Toré, c'est que lui il parle du croque-mitaine, ça c'est super intéressant. Quand on dit le croque-mitaine chez Myers, en fait c'est une façon de le rendre tangible, tu vois. C'est quoi cette menace? C'est quoi? Ah, c'est le croque-mitaine. Et en fait, c'est juste pour Laurie et les gamins de se dire, c'est un truc... comment dire? Non, Myers, c'est un mal imperceptible. Myers, c'est un mal imperceptible. Et la seule façon pour nous que nos sens ont de le voir, c'est de lui donner un nom. Un fantôme, ça le personnifie, machin, ça le personnifie. Tu vois, un peu comme quand des animaux, on les humanise aussi, genre l'animal il rigole, alors que non, tu vois. C'est juste parce que nous, de notre point de vue, on n'a pas d'autres... c'est des trucs peut-être d'autres dimensions et tout. Donc le croque-mitaine chez Carpenter, quand Laurie dit c'est le croque-mitaine, en fait c'est
C'est une façon de dire, voilà, c'est une façon de le comprendre. Presque se rassurer en fait. Voilà, presque se rassurer, de dire ok, il existe. Et c'est pour ça que c'est génial. Là, j'ai remarqué quand je l'ai revu la dernière fois, la Carpenter, j'avais jamais remarqué ça. Enfin, j'avais pas compris ce sens-là. C'est que quand Loomis le tue, Laurie dit c'était le croque-mitaine. Et là, Loomis il est rassuré, il dit, parce qu'il a tué. Il dit ah oui, bah en fait, effectivement, c'est le croque-mitaine. Et juste après, il regarde et il est plus là. Il est plus là, ouais. Ça, putain, j'ai frisson rien de parler. C'est en fait, il s'est rassuré pendant un quart de seconde en se disant putain, finalement, tout ce que. Enfin, parce que ça lui. C'est fini. Ouais. Voilà, on va parler après des différences de Loomis. Mais lui, en fait, c'est un espèce de Van Helsing. Tu vois, ça. Personne ne le croit, tu vois. Alors que chez Rob Zombie, c'est un vrai docteur. Ouais. C'est-à-dire, il prend en charge Myers parce qu'il sent qu'il perçoit chez lui qu'il va faire du mal parce qu'il tue des animaux. Donc, ça, il y a ce côté tangible aussi de rajouter ça et de rendre le film plus réaliste. C'est de comparer Myers, de le mettre avec des Manson, des Ted Bundy, tu vois. Loomis, il écrit un livre sur lui. Ça aussi, c'est un truc différent du Carpenter. À l'opposé, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Rob Zombie fait l'inverse, ça veut dire qu'il a totalement compris le Carpenter. Parce que tu peux pas faire l'inverse total sans l'avoir compris. On va en parler de ça, la pertinence du remake après. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a plein de trucs comme ça. Et chez Rob Zombie, par contre, c'est le vrai croque-mitaine. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Après, ça serait presque une fable, la version Carpenter, tu vois. Ça peut être une histoire qu'on raconte, alors que c'est beaucoup plus ancré dans le social et dans le réel, je trouve, le Rob Zombie. Parce qu'on lui reproche souvent de faire des personnages loufoques, mais lui-même s'est défendu en disant mais des personnages comme Grizzly, je m'inspire de vrais gens que je connais. Il en connaît. Il y en a des gens comme ça. Il fait des films sur des rednecks américains, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher jusqu'à là-bas. Hein. Je pense qu'on en a tous dans notre entourage des gens qu'on peut se dire celui fait après, un très bon c'est pas parce que ça existe en vrai que c'est bien dans un film, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas non plus totalement what the fuck. Dans son parti pris, oui, puisqu'il veut faire un truc tangible avec un vrai tueur. Tu vois. Lui, il veut moderniser Michael Myers. Et ce qu'il veut faire, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu les contraintes de faire un remake aussi. Oui. Tu peux pas avoir beaucoup de liberté. De l'époque aussi, des années 2000, où tu as vraiment ce visuel, même si lui, il arrive à s'en détacher un peu, parce qu'il a cette espèce de patine à la fois 2000. J'ai revu le film en Blu-ray, il est beau. C'est vraiment un beau film. Voilà, il a une patine années 2000, en même temps, il a une patine années 70, comme il fait avec Devil Reject, tout ça. Mais c'est des contraintes quand même visuelles, il faut plaire aux jeunes, il faut faire du rythme, il faut, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des trucs chez Rob Zombie qu'on peut... qui rendront pas son remake parfait dans le point de vue que nous, on veut aborder. Ouais. Mais je pense que voilà, c'est à cause de ces contraintes-là. Voilà. Mais tu vois, même dans la partie remake, quand le couple, je sais plus le prénom de la gonzesse, pas l'actrice Danielle Harris, l'autre, mais la scène du fantôme. Oui, la scène du fantôme. Quand ils arrivent dans la baraque, pareil, tu as la caméra qui les suit, puis elle monte et te montre Michael Myers au balcon. Ouais. Et dans chaque scène, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment lui le héros. Quand tu as Laurie Strode qui fait... alors là, je sais plus si c'est la scène avec Laurie Strode ou... Désolé, je suis un peu brouillon. Je sais plus si c'est la scène avec Laurie Strode où Annie, elle garde la gamine et derrière le canapé, tu as un plan génial où tu vois Michael Myers qui regarde la gamine, qui regarde le film. Ouais. Donc pareil, à chaque fois, il te rappelle, attention, c'est lui. C'est ça, le héros, c'est lui. C'est lui, c'est un film sur Myers. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que d'ailleurs... il n'est pas caché, il est là. Il n'est pas caché. Et on va dire un autre argument là-dessus, c'est que le film, il commence sur Myers, gamin, et il finit... Ça, j'ai toujours adoré ça. J'ai les frissons quand je vois le final. Ouais, bien sûr. Magnifique. Il finit au moment où Myers se prend une balle dans la tête et il meurt. Et là, générique. Ça veut dire le film, c'est pas sur Laurie, c'est pas sur Loomis, c'est sur Myers. Il meurt, ciao. C'est vraiment réfléchi, quoi. C'est pour ça que je trouve que ce remake, il est un peu sous-estimé parfois. Ouais, je trouve qu'il est un peu oublié, bizarrement, parce que c'est vraiment une très très bonne. En fait, ça, c'est pareil. Bon, on va pas parler d'Halloween 2 parce qu'on l'adore aussi tous les deux. Même si c'est un film un peu malade, on l'aime beaucoup. Peut-être exprès parce qu'il y a tellement à dire sur celui-là aussi. Mais tu vois, donc même si c'est pas un film parfait, comme je disais, peut-être un film un peu malade et qu'il a dû faire à la va-vite pour finir son contrat avec Weinstein. Si on aime le slasher, il y a quand même pas mal de chances qu'on y trouve son compte. Ouais, le tueur, il est génial. Les meurtres sont brutaux. Il y en a plein. Les différences épurées chez Carpenter, discrets. Chez Rob Zombie, c'est l'inverse. C'est un carnage. Je sais plus il y a combien de meurtres. Il y a une vingtaine de meurtres. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il a repris ce plan
le plan final. En fait, les séquences qui montrent que Rob Zombie veut vraiment faire l'inverse, c'est que c'est le plan final de Halloween de Carpenter où tu as des lieux. Ouais. On en parlait l'autre fois, les liminal space. Genre, l'escalier, il n'y a rien. Ouais. Bon, il n'y a rien, c'est pas cassé, l'escalier est en bon état. Tu te montres le canapé, il te montre un jardin, il n'y a rien. Myers n'est jamais passé, en fait. Tu vois. Chez Rob Zombie, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le mec, il y a cette scène à la fin où il défonce le plafond. Avec, tu vois, tu sais que Myers, il est passé. C'est ce que je disais. Chez Carpenter, Myers, c'est un chat. C'est ça. C'est ça, exactement. Chez Rob Zombie, c'est le chat, parce qu'il en parle dans... On va revenir un peu sur la filmo de Carpenter, mais ils prennent l'exemple dans Prince des Ténèbres, le chat de Schrödinger. Oui, et c'est soit il est là, soit il n'est pas là. Soit il est mort, soit il n'est pas mort. La fin d'Halloween, c'est ça. Soit il est mort, soit il n'est pas mort. Prince des Ténèbres, c'est ça. Le final, il va mettre la main sur le miroir. Ça coupe juste avant, tu sais pas. D'ailleurs, ça a été popularisé après avec la toupie de Inception. Ça coupe avant, elle s'arrête et elle s'arrête pas en même temps. Et Carpenter, il utilise toujours cette idée de... D'ailleurs, The Thing, pareil, on ne sait pas à la fin. Ils sont contaminés, ils ne sont pas contaminés. Il utilise toujours cette idée du chat de Schrödinger pour ses films, en fait. Et chez Rob Zombie, non. Non, pas du tout. Le chat, il est mort, quoi. Après, est-ce qu'on peut parler vite fait de... c'est quoi le mal pour Rob Zombie? Parce que le mal pour Carpenter, on a parlé. Donc, en fait, c'est compliqué parce que... En fait, Rob Zombie, c'est pas un cinéaste fin ou nuancé, on va dire. Non. Comme tu disais. C'est presque cliché. Voilà. Quand tu lances Halloween... Le beau-père, c'est une famille vraiment... comment dire j'avais le mot. C'est une famille dysfonctionnelle. Ouais. Exactement, mais en fait, pour lui, le mal, c'est le tueur en série ultime. Dans le sens où, comme tu disais, je t'ai coupé, mais je pense savoir où tu allais. En fait, il réunit tous les clichés du genre, donc enfance traumatisée, famille dysfonctionnelle, harcèlement, fascination morbide. C'est ça. Il y a le beau-père, c'est un mec bourré qui tape sa femme. La mère... qui est la seule figure, on va dire, avec sa petite sœur qui est encore bébé, mais c'est la seule figure positive chez Myers, c'est sa mère. Elle est stripteaseuse. Oui, rapport tordu au sexe et à la mort aussi. C'est littéralement un condensé de tous les profils criminels qu'on retrouve dans les films ou dans les études psychiatriques. Et chez les vrais serial killers, avec Ed Gein, des trucs comme ça, où il y a l'attachement à la mère, encore une fois. C'est-à-dire que Myers, encore une fois... La seule chose positive chez lui, c'est sa mère et sa petite sœur bébé. Et c'est ce qui va la deuxième partie, c'est ça. En fait, il veut réunir sa mère et sa sœur et vivre avec... vivre. Je sais pas ce qu'il ferait, mais en fait, c'est juste ça le but. C'est-à-dire que, d'ailleurs, chez le Carpenter, quand il enlève la pierre tombale, c'est la sœur. Parce qu'il a tué sa sœur. Mais là, non, c'est la mère, si je dis pas de conneries. Donc, en fait, il prend la pierre tombale. Il prend la pierre tombale. Il veut réunir Laurie et sa mère. En fait, il fait un transfert. C'est-à-dire que dans la première partie de Rob Zombie, les cadres qu'il choisit pour le meurtre le massacre de la famille, et surtout le meurtre de sa grande sœur, quand il fait la partie remake et qu'il va tuer une des filles, il refait le meurtre exactement, parce qu'ils sont dans la même maison, ils sont dans la même ils sont dans la maison. Il y a les mêmes cadrages, c'est filmé pareil. En fait, il refait ce meurtre-là. C'est pour ça qu'il récupère le cadavre et qu'il le met devant la tombe. En fait, il fait un transfert. Il rejoue le meurtre de sa sœur. Après, pour lui, le mal, c'est... du coup... Oui, pardon, excuse-moi. Non, du coup, je voulais dire, ça donne encore côté réaliste, ça lui donne un motif. Exactement. Une motivation qu'il n'y a pas chez Carpenter. Pas du tout. Et en plus, tu pourrais te dire, mais une fois qu'il les a réunis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, je suis sûr que même lui, il ne sait pas. Non. C'est juste de gosse. C'est un mec qui n'a pas évolué, quoi, du tout. C'est la seule lueur qu'il avait. Il voulait juste... En fait, c'est pour ça que le passage dans l'hôpital psychiatrique est important. C'est que c'est quelqu'un de malade, en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est un gros détraqué. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une maladie et qui est impossible à soigner. C'est pour ça que le docteur Loomis, encore une fois, c'est pas le même que chez Carpenter. Là, c'est un vrai médecin, il veut le soigner. D'ailleurs, cette phrase à la fin magnifique où il lui dit « j'ai échoué ». Excuse-moi, j'ai échoué. Ça, c'est... Il n'y a pas ça chez... Tu vois ? Non, pas du tout. Il n'y a pas ça chez Carpenter. Donc voilà, encore une fois, c'est parti pris réaliste, concret. C'est le mot juste. C'est concret et c'est abstrait chez Carpenter. Pour lui, le mal, c'est pas une force surnaturelle. C'est le redneck bourré qui viole une serveuse ou le pervers qui s'en prend un gosse, tu vois. C'est ça. C'est un mal profondément ancré dans le réel, dans le quotidien. Il vient pas d'ailleurs, il naît autour de nous. Ça peut être chez nos voisins, parfois même dans notre famille.
Et en fait, c'est pas un hasard si dans quasiment tous les films de Rob Zombie, on croise des familles dégénérées. C'est ça. Bah, en fait, il y a ce motif, là, tu fais bien de parler de famille, il y a ce motif de l'hérédité dans ce film. Donc, au début, on le voit gamin, etc. On voit aussi, il y a cette scène marquante où la mère se suicide et on entend le pleur du bébé juste au moment où il tire, tu vois. C'est pour montrer que l'enfance, enfin, même, pas que Michael Myers, il y a aussi sa sœur, Laurie, qui va être... le bébé, elle reçoit tout le négatif qu'il y a eu alors qu'elle n'est même pas consciente de ce qui se passe, tu vois, à cet âge-là. Et il y a aussi cette scène géniale que j'ai notée. Alors c'est quand... En fait, c'est le dialogue du shérif Brackett. Il parle avec Loomis. Il raconte qu'en fait, il a protégé Laurie quand elle était bébé. Il a tout fait, non seulement pour qu'elle ait un foyer correct, mais aussi il a tout fait pour qu'elle sache jamais qu'elle est née ici. Voilà. Ouais, bien sûr, donc voilà, il y a tout ce traitement de l'hérédité qui est vraiment, je trouve ça brillant chez Zombie, qui a rien à faire chez Carpenter. Non. C'est pour ça, encore une fois, que... lui, en fait, en plus, le coup de la sœur, ça y est pas. C'est ça. Voilà. Chez Carpenter, le coup de la sœur, ça y est pas. C'est pour ça que pour moi, c'est encore plus pertinent de faire un remake qu'une suite. Parce que dans les suites, il y a eu les coups de la sœur et tout. Ouais, c'est arrivé dans le 2. Ouais. Ce qui est complètement hors sujet, quoi. Oui, non, ça marche pas. Et chez Rob Zombie, il utilise un défaut des suites pour faire une qualité, pour faire un truc vraiment. C'est-à-dire que comme ça colle à ses thèmes. Ouais, c'est ça. Voilà, à ses thèmes. Ouais, c'est ça. À ce qu'il tracasse. Du coup, il s'en est servi. En fait, après, la famille, c'est censé être le socle d'une société saine. Oui. Et chez lui, c'est tout l'inverse. C'est le point de départ de la corruption, du vice et du chaos. Ouais. Et le fait qu'il veuille pervertir à chaque fois si tu veux, l'image de la famille, c'est ça qui rend ces trucs encore plus malsains. D'ailleurs, c'est ce qui est génial, ce qui fait Rob Zombie, c'est que tu as des scènes où il y a cette espèce de... ce que tu dis là, mais en plus, il y a une espèce de critique... Enfin oui, la famille, de toute façon, ça va avec ce que tu dis, c'est-à-dire ces espèces de banlieues là, toutes propres, là, américaines. Et tu as 2 ou 3 plans géniaux. Je crois que c'est en fait, vu de l'extérieur, la maison, elle est... tout est rangé, tout est tranquille, la famille, elle est trop bien. Tu as ce plan-là, quand il tue son beau-père au début, quand il est gamin, il tue son beau-père, mais d'abord, il regarde par la fenêtre et il voit des enfants jouer pour Halloween. Ouais. Ils sont à 2 mètres d'un massacre. Ouais. Les enfants ne se doutent pas, tu vois. Non. Pour eux, la maison est rangée. Quand il tue le père de Laurie, le père adoptif, il lui met un coup comme ça en mode furtif, il le fait rentrer dans la maison. Tu as la porte qui se claque et tu as le plan de la maison, la belle maison, bien sûr. Et à l'intérieur il y a un carnage, tu vois. C'est ça qui est, en termes de mise en scène, c'est génial comme idée, quoi. Bien sûr, ça, il a repris à Massacre à la tronçonneuse. Le fait de ramener à la maison, fermer la porte. Ouais. Et il y a aussi le plan final où Laurie hurle après avoir tué Michael Myers, elle a du sang dans la gueule. C'est le plan final de Marilyn Burns à la fin de Massacre à la tronçonneuse. Voilà. C'est des petits bonus comme ça. Tout le monde l'a vu, je pense. À mon avis. Mais il faut le dire. Ceux qui ont détesté le film, ils vont détester ce podcast, à mon avis. Parce que... non, mais peut-être qu'ils l'ont pas vu sous un bon angle, ou alors, tant pis. Hein. Oui, non, mais je sais pas, on s'en fout. Non, oui, de toute façon. Non, après, c'est pas ça. Moi, ça me dérange pas qu'on déteste le film, mais c'est de dire, mais pourquoi il a fait ce remake complètement à l'inverse de Carpenter? Mais on va dire, pourquoi il a utilisé Halloween? C'est pour ça, c'est pour faire sa vision du mal. Parce que pour lui, Rob Zombie, d'ailleurs, j'ai vu une interview, c'est dans les bonus, là, il y a un documentaire de 4 heures, je ne l'ai pas regardé encore, mais j'ai vu juste le début. Et il dit, pour lui, Michael Myers, c'est comme Frankenstein et Dracula, en fait. Tu vois. Donc, pour lui, c'est une figure mythique du cinéma. Donc, maintenant, je pense que Michael Myers... Frankenstein et Dracula, il y a eu des versions qui n'ont rien à voir avec les premières. Hein. Donc, pourquoi pas faire ça avec Myers? Pour donner ta vision du mal. Et aussi, parce qu'on lui a proposé de faire un remake d'Halloween. Ouais, mais et il a voulu faire un remake d'Halloween, quoi. Cet argument, il ne tient pas du tout. Le fait que c'est trop différent. Ça ne tient pas. Est-ce qu'on rentre dans est-ce qu'on discute la pertinence du remake? Ouais, on a déjà commencé, je pense. Hein. Parce que moi, je pense, le film original, c'est devenu une référence absolue. Hein. Donc, refaire la même chose, c'est arrêter la pire des idées, je pense, de faire juste un remake. Et surtout un remake d'un film parfait. Oui, parfait. Et puis, en plus, déjà décliné 1 milliard de fois, c'est devenu la référence du slasher, tu vois. Et en fait, le contre-pied permet aussi d'ancrer le mythe dans une autre époque et une autre sensibilité. Ouais. Parce que comme tu dis, c'est toi qui le disais tout à l'heure, c'est un peu remis au goût du jour et tout, mais c'est pas que esthétique. Non, c'est pas que esthétique. C'est le scénario, le rythme et tout. Et puis il y avait eu cette mode de faire les origins. Ouais. Donc voilà, pareil. Hein, je pense que
Enfin voilà, je pense que justement, on lui a mis des trucs comme ça, des contraintes, et il a réussi à faire c'était un puzzle, et je trouve qu'il a réussi vraiment à compléter le puzzle quasi parfaitement, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, en fait, le Halloween de 78, le mal, il était abstrait, invisible, presque spirituel, alors qu'en 2007, c'est plus social, psychologique. On a déjà répété 100 fois, je ne vais pas le répéter encore une fois, mais tu as vraiment ce contraste. Rien que ce contraste, je pense que déjà, c'est presque un argument suffisant pour faire un remake. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, tu l'as dit toi aussi, ça donne sa version du mal. Je ne pense pas du tout que Rob Zombie soit passé à côté du film de Carpenter. Ça, j'y crois pas une seconde, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà lu ça, à l'époque où était sorti le film. Il n'a rien compris d'Halloween. C'est pas possible, justement, parce qu'il a vraiment pris... C'est juste qu'il a pris Carpenter, il a retourné, c'est l'autre face. Ouais. C'est l'autre face d'une pièce, quoi. Moi, je pense qu'au contraire, il a parfaitement compris ce qu'a fait Carpenter. En fait, mettre en scène Michael Myers, c'est proposer, donc, comme tu dis, sa propre vision du mal à travers le prisme du slasher. Et c'est ça, en fait, l'essence d'Halloween. C'est proposer une réflexion sur l'origine du mal absolu, et c'est ce qu'a fait Rob Zombie. C'est pas comme si il s'était... il s'était éparpillé, quoi. Non, il a dit, je vais faire l'inverse. Donc ça se voit quand tu vois le film que c'est... Il n'y a pas un point où tu peux pas dire... Alors si, il y a un seul point, mais je pense que ça peut être critiquable... Il y a peut-être moyen d'analyser ça, c'est la musique. Le problème, c'est que la musique, elle est presque HS chez... La musique de John Carpenter est presque HS chez Rob Zombie. Il n'utilise pas de la même manière. Il n'utilise pas de la même manière, et je pense que c'est une contrainte aussi. Je pense qu'il n'aurait pas utilisé du tout, et je crois que dans le 2, si j'ai pas de conneries, le 2, il faut qu'on en parle plus tard, un de ces quatre. On fera un podcast. Même pour Halloween, on peut en faire un autre. Oui, mais bon, le 2, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un film imparfait, mais parfait par son imperfection. Et le 2, c'est vraiment, il s'est lâché, mais là, il y a les contraintes, il a foutu au cul de Weinstein. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est son film. Le 2, c'est son film. Et c'est pas un remake du Halloween 2 de l'époque. Je préfère un film pas parfait comme ça qu'un truc consensuel. Dans l'horreur, pour moi, dans l'horreur, ça a tout son sens d'être imparfait, d'être bordélique, d'être chaotique. Tu vois. Mais tu vois, moi, j'adore Fulci. Ouais, c'est ça. J'adore Fulci, mais des fois je me fais chier devant un Fulci. Bah ouais, il y a des fois pendant 10 minutes je me fais chier, puis après tu as une fulgurance. C'est ça. Et j'adore. Exactement. Voilà. Chez Argento aussi, hein. Bien sûr. Chez Argento, je sais pas, tu regardes un giallo, d'un coup tu as une musique d'Iron Maiden, quoi. Tu vois. C'est pas ce qu'elle fout là, mais bon, c'est. Tu vois. Carpenter, c'est pas ça. Carpenter, jamais il te fera. Tu vois. Non. Tout est calculé de A à Z, il va pas te faire du HS. Voilà. Oui. Après, je trouve que la musique, il en joue en fait, Rob Zombie. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette scène où il réunit, donc il veut réunir sa famille à travers la pierre tombale, le cadavre de l'ami qui représente la sœur et Laurie. Ouais. Et à ce moment-là, donc en fait, il veut montrer à Laurie avec une photo que c'est son frère. Ouais. Et il enlève son masque. Et là, donc tu vois vraiment le Myers de Rob Zombie, quoi, le catcheur. Avec des cheveux longs gras, enfin c'est Rob Zombie limite, tu vois. Ouais. Il est dégueulasse, bon il est pas aussi costaud Rob Zombie quand même, faut pas exagérer. Mais et à ce moment-là, donc Laurie lui plante un couteau et Myers tombe. Et Laurie s'enfuit, et pendant cette scène, bon c'est pas vraiment une poursuite, mais ça fait effet de scène de poursuite. Oui, pendant que Myers essaie de casser la porte et tout. Donc il y a un suspense, c'est une musique qui a rien à voir avec aucune des musiques de Carpenter, alors qu'il les a mis avant dans les autres scènes. Hein. Et genre quelques minutes après, Myers se relève, il met le masque, et là il y a la musique de... Ouais. Donc en fait la musique, c'est le masque en fait. En fait il veut dire Carpenter est toujours là à travers le masque en fait, tu vois. Ouais, je veux dire. C'est pour ça d'ailleurs que dans la préquelle, la première scène, il tue le beau-père. Ouais. Il n'a pas le masque, il tue le copain de la fille, il n'a pas le masque. Il met le masque quand il tue la sœur, qui est la seule scène de l'original. Et tu as la musique. Et il y a la musique de. Ouais. Tu vois, ça, on va pas me dire que c'est pas réfléchi, ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais. Enfin, le film, il est trop. Tu prêches un converti. Hein. Ouais. Non, mais je parle aux gens, là, que tu as dit, ils vont nous détester, là. Non, mais après, comme d'habitude, hein, je peux comprendre qu'on rejette la proposition, tout ça, il n'y a pas de souci. Enfin, la proposition, non. La proposition est nickel. Après, si le film est tout voilà, nul, bien sûr. Voilà. En fait, moi, je pars d'un principe tout con. C'est-à-dire que si tu fais un remake ou si tu prends un truc et que tu fais un truc qui n'a rien à voir, ok. Mais c'est quoi que tu proposes derrière? Ouais, c'est ça. Si tu proposes un truc, moi, tant que tu me proposes un truc d'intéressant et qui me plaît, souvent c'est l'inverse, on fait copier-coller et tu proposes rien. Tu voilà, vois. Exactement. Ça devient problématique. Ouais. Oui, non, voilà. Après, on va essayer je vais essayer un peu de condenser un peu tout ce qu'on a dit. Ouais. En fait, en gros, Carpenter te dit
le mal est partout et il n'a pas de raison. Zombie te dit le mal, on le fabrique. Ouais. Donc déjà, c'est les trucs vraiment qui les opposent tous les deux, c'est ça. Pour moi, c'est une évolution du regard sur la société autant qu'un changement esthétique sur son remake. Faire un remake à l'opposé de l'original, c'est une manière de revendiquer une identité quelque part. En fait, Rob Zombie, il essaie pas de refaire Halloween, il essaie de dire que ce que Halloween représente pour lui. Donc, tu as quand même une démarche qui peut être un peu fait sur le nombril, tu vois. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir et c'est. Moi, excuse-moi, mais juste que moi, j'adore quand les artistes, ça peut être dans la musique, n'importe où, ils font des trucs sans se poser la question, est-ce que ça va parler aux gens ? Ouais. Il faut des trucs, ça me parle à moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Après, voilà. Si ça me plaît, logiquement, ça plaira. Voilà, ça va peut-être toucher des gens, tu vois. Et il a déjà fait des films, Rob Zombie, The Lord of Salem. Ouais. La première fois que je l'ai vu, j'ai presque détesté le film. Ouais. J'ai vraiment, mais alors pas du tout aimé. Mais j'étais content de me dire, il a fait un truc qu'il avait envie. Il a une proposition. Ouais. Bon, après, le fait est que je l'ai revu et je le trouve excellent. Mais sur le coup, voilà, je me suis pas dit. Non, parce que c'était différent de ce qu'il faisait aussi. C'était pas un film. Oui, je m'attendais pas à ça et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu. Par exemple, j'aime pas Nolan. Ouais. J'aime pas le cinéma de Christopher Nolan, mais je cracherai jamais dessus parce qu'il propose quelque chose. Oui, effectivement. Voilà, il a un style, il a il propose quelque chose. Et moi, je préfère largement voir des films qui me plaisent pas mais qui proposent quelque chose que des films qui vont, genre par exemple, là on part un peu hors sujet, mais tu vois, dernièrement, tu sais quoi, on va pas partir hors sujet, on va juste évoquer vite fait les derniers Halloween là. Ah, les Gordon Green. Gordon Green. Bon, après, là, ils vont nous détester, les gens qui ont aimé. Parce que... mais juste, on parle du premier Gordon Green que j'ai pas détesté. Comme ça, le premier est cool. Voilà. Le 2, le 3, j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais le premier, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est qu'on dit que Rob Zombie a rien compris. Mais David Gordon Green, quand il te fait un plan séquence où tu suis Michael Myers alors qu'il est censé être la suite du Carpenter. Ouais. C'est hors sujet. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'était bien chez Zombie. Ouais. Ça n'a rien à foutre chez Carpenter. Enfin, parce que pour moi, Gordon Green, c'est Carpenter. C'est ce qu'il a voulu faire. Mais des fois, ça ressemble à Rob Zombie. C'est Rob Zombie, putain. Tu vois. Mais oui. Donc, franchement, moi, quand j'avais vu ce remake-là, on l'avait vu au cinéma, je m'étais dit, c'est génial parce que c'est comme s'il disait Carpenter. Donc, merci pour ton Halloween. Voilà. Maintenant, je vais en faire un, mais le tien, je le touche pas. Ouais, c'est ça. Le tien, il est parfait. Exactement. Le tien, voilà, sans toi, je ferai pas de film. Merci beaucoup. Maintenant, je vais essayer de faire un truc avec ton jouet, tu vois. Et ça part dans un truc qui s'approprie complètement parce que c'est un film de Rob Zombie. C'est ça. Voilà, ce que je voulais dire sur le Gordon Green, c'est que pour moi, je vais pas casser du sucre sur Gordon Green parce qu'en vrai, quand je rate son film, j'en ai rien à foutre qu'il fasse une. Mais si tu as compris le Carpenter, tu fais pas une suite. Non. Comment il se finit le 1 ? La suite, tu vois, Carpenter, il voulait pas faire le 2. Enfin, il l'a pas fait lui, mais il l'a écrit, tu vois. J'ai dit, mais ça. Enfin, vous avez compris la fin de mon film ? Non. Tu vois. Donc, c'est pour ça, encore une fois, faire un remake, c'est plus pertinent que de faire une suite à ce film. Après, je m'en fous. Moi, j'aime bien la saga. Je m'en fous. Je regarde les films comme ça. Je vais pas pleurer parce qu'ils ont fait des suites. Mais c'est vraiment pour répondre aux gens qui disent qu'est-ce qu'il a foutu Rob Zombie, quoi, tu vois. Moi, je suis jamais contre qu'un film existe, en fait. C'est pas du tout le problème. Non, ça gâchera jamais celui d'avant. Non, bien sûr que non. Et puis, s'il y a des gens qui aiment, tant mieux. Ouais. En fait, ce que je trouve monstrueux dans le Carpenter, c'est que. Alors, il y a 3 actes. Enfin, dans le scénario, comme il a écrit, bon, tu as l'intro en vue sélective, tu as l'évasion, et à partir de là, pour moi, il y a 3 actes. C'est-à-dire, il suit Laurie en bagnole. Ensuite, il tue tout le monde, l'alentour. Et tout ça, toute la mise en scène, en fait, il te prépare déjà toute la mise en scène de ses apparitions, comment il joue. Enfin, c'est quoi son plan, entre guillemets, tu vois. Il va se cacher, il va se mettre dans le noir. Et Carpenter, il a lié vraiment son scénario à la mise en scène en faisant, voilà, il t'explique les règles et à la fin, le dernier acte, c'est l'affrontement avec Laurie. Tu sais tout comme si tu avais montré tous les pouvoirs de Myers, et comme ça tu vas être stressé pour Laurie, tu vois, parce que là tu sais qu'il va apparaître, parce qu'il a déjà apparu ailleurs contre Annie, contre machin. D'ailleurs, il tue le chien parce que c'est la seule. Il tue le chien, tu vois, c'est celui qui va alerter s'il est là. C'est le seul qui peut le sentir arriver de loin, en fait. Tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça qui rendent. En fait, oui, Carpenter, il disait qu'il voulait que la fin ce soit stressant, que le public il parle à Laurie, tu vois. Il disait, il est derrière toi et tout, tu vois. Parce que tu savais déjà, enfin, c'est brillantissime. Donc chez Rob Zombie, c'est plus bourrin. Et moi, j'adore le bourrin, j'adore cette époque-là. Tu sais, white trash là, des années 2000, là. Oui. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu toutes les fusillades et les post-11 septembre et tout, mais c'est
c'est pas fin, mais c'est violent, quoi. Il y a une période une avalanche de films là, entre les massacres à tronçonneuse et les Aja, la colline des yeux et tout, c'était vraiment assez barbare. Et moi je trouve que voilà, encore une fois, ça a rien à voir avec c'est presque tombé parfaitement pour que ça soit fait là, tu vois. Oui. Après, il y a un truc intéressant aussi que je vais évoquer vite fait, dont on n'a pas parlé tout à l'heure au niveau de la forme, c'est la manière ludique dont tu utilises Michael Myers, Rob Zombie, le fait de ses attraits physiques, le fait qu'il soit grand. Genre, il ferme une porte, tu as Laurie qui rentre dans la maison, qui dit au gamin attention, il y a un méchant, le croque-mitaine, ouais. Et en fait, comme sa tête, elle dépasse la porte, les gamins le voient. Dans le vasistas, là, je sais pas quoi. Il y a des vitres en haut, des fenêtres. Là. Oui. Et il voit sa tête parce qu'il est grand. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Ouais, des idées de mise en scène où il s'éclate. Quoi. Exactement. Ouais. C'est des trucs qui sont pas forcément vecteurs de sens, mais au niveau du plaisir. C'est ça. Du plaisir que tu ressens, tu dis putain. Comme tu disais, pour un slasher, c'est généreux de fou, quoi. Ça envoie. Oui. Un autre exemple du fait qu'il utilise le physique de manière ludique dans les scènes de flip, c'est quand ils veulent avant qu'il s'échappe, tu sais, ils veulent l'amener dans le transférer. Ils marchent dans le long couloir et tu as une espèce de sas de sécurité entre deux portes. Ouais. Et ils se retrouvent tous. Il y a 4 flics et lui, tu te dis, là, ils sont foutus. Ils ont même pas le recul pour le braquer avec le fusil. Ça joue vraiment sur les 3 tests. Voilà. Et du coup, plus celui qui est une masse. Voilà, ils choisissent ce moment-là pour se libérer parce qu'ils pouvaient se libérer quand ils voulaient. Il y avait une force surhumaine. Et voilà, dans le petit truc étroit, il les a broyés. Il y a une espèce d'intelligence quand même, quelque part. Voilà, et en fait, dans le meurtre. C'est visuellement, il en joue super bien, je trouve, de Michael Myers dans le film. C'est débile de dire ça, parce que c'est pas vraiment la même approche. On vient de le voir pendant 1 heure, là. Mais il y a pas ce truc-là dans le Carpenter. Le Carpenter, quand il va te montrer Michael Myers, tu n'as aucun moment où tu fais putain, il est classe là. Oui, il n'y a pas l'iconisation. J'avais noté ça, l'iconisation réussie de Myers, là, comme un croque-mitaine. Tu vois, ce qui est cool, c'est que en même temps, c'est pertinent avec ce qu'il veut raconter du personnage, et en même temps, ça rend hommage. Tu vois, il glorifie ce personnage. Et ça le rend amoureux, encore une fois, de tout ce qu'a su. Il est vendredi 13 et tout, tu vois, il se revendique de ça, des massacres à tronçonneuse. D'ailleurs, s'il pouvait faire un vendredi 13 un jour, ce serait cool. Mais voilà, ça montre aussi qu'il est dans cette vague-là de tueurs, enfin de slashers qu'il aime, et pas juste dire Halloween c'est le meilleur et les autres c'est de la merde qu'il y a eu derrière, tu vois. Non, il arrive à continuer un peu cette. Comment dire, à reprendre un peu le flambeau, quoi. Ouais, bah écoute, moi j'ai plus, je regarde mes notes. Non, moi j'ai plus rien à dire. Je pense qu'on a fait le tour, on a dit pas mal de choses. Donc je pense que vous avez compris qu'on adorait ces 2 Halloween là. J'espère qu'on n'a pas été trop brouillon, parce que comme quand on est motivé comme ça, on essaie de tout dire. Et ça ressemblera. Ça ressemblera plus à du Rob Zombie, ce podcast, qu'à du Carpenter. En même temps, ça s'appelle Osef Podcast, donc on s'en fout. Non, mais c'est ça, le but, c'est de faire une discussion. Oui, je pense que le peu de gens qui nous écoutent ont bien compris le délire de notre podcast. Ouais. Mais donc, si vous n'avez jamais vu. Voilà, aussi donner envie peut-être au Rob Zombie, qui s'est fait peut-être un peu oublier avec les succès. Si vous ne l'avez pas revu depuis, que vous n'avez pas trop aimé, redonnez-lui une chance. Ouais, c'est ça. Voilà. En ayant en tête que ça n'a rien à voir. Non, il faut sortir de ce carcan de remake, en fait. C'est ça. Tout simplement. Rob Zombie a sa saga, Halloween 1 et 2, qui n'a rien à voir avec la première saga qui a été lancée par Carpenter et qui n'a rien à voir avec la saga de... Enfin, c'est un bordel, ces trucs. C'est des suites qui sont liées et tout, mais c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec David Gordon Green. C'est d'autres propositions, et voilà, si vous voulez voir une proposition vraiment bourrine et hardcore, il faut aller côté Rob Zombie. Après, je trouve pas que ce soit... Je mets une dernière petite pièce dans la machine. C'est pas ultra gore non plus. C'est pas gore, mais ça doit être le montage, la réal et tout. C'est brutal. Tu es fatigué à la fin. Tu vois, c'est brutal. C'est-à-dire que... Moi, je pensais qu'il allait faire un truc un peu plus gore,
parce que quand il faut être gore, il en envoie, Rob Zombie. Mais non, tu vois, c'est pas. Tu vois pas. Il n'y a pas d'insert sur le couteau qui rentre dans le ventre. Non, tout à l'heure, je disais des litres de sang, j'exagère, mais. Il y a pas mal de sang, par rapport à Carpenter, il y a beaucoup de sang, mais non, c'est pas non plus l'hémoglobine ou c'est pas les Evil Dead. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça reste brutal, oui. C'est ça, en fait. En fait, ce qui est. Bon, là, on fait vraiment. On divague, mais. C'est la scène quand il bute le mec dans les chiottes, là. Enfin, tu vois, le fait que ce soit décadré, là, ça rend violent quand il tape contre. Enfin, tu vois, tu peux pas faire ça avec un cadrage à la Carpenter. Il n'y a pas de sang dans cette scène, par exemple. Il lui met des coups dans la gueule et la caméra, elle est au sol en contre-plongée. C'est comme si elle était posée par terre. À chaque fois qu'il tape, elle tremble. Ouais, bien sûr. Voilà, la réalisation, elle est parfaite, là. À ce moment-là, c'est vraiment... encore une fois, c'est presque... Des fois, tu as l'impression qu'il a fait comme ça, un peu comme il fait Michael Bay, c'est-à-dire tu as l'impression qu'il improvise sur le tournage. La scène... Mais en fait, non, quoi. Dans la première partie, quand il massacre son père ou son beau-père et sa sœur, d'un point de vue de mise en scène, je pense que c'est une des meilleures scènes de slasher. C'est vraiment incroyablement bien réalisé. Quand sa sœur, elle marche en train d'agoniser dans le couloir, qu'il apparaît derrière et tout. Commence à voir la musique du Carpenter et tout. Comme c'est dérangeant, le gamin avec le... c'est glauque, incroyable. Avec le grand masque, là. Ça fait un peu... je peux le regarder tous les soirs. C'est ça, en fait. Je pourrais le regarder tous les soirs, ce film. C'est un truc de fou. En fait, c'est ça. Il a des plans marquants et tout. Enfin, comme tu disais, le mot ludique, c'est ça. C'est que lui, ce qu'il essaie de faire, c'est d'avoir des plans marquants à chaque fois. Alors que Carpenter, ça passe par l'abstraction. Donc voilà, bien sûr, on va pas essayer de vous vendre un truc, genre c'est pas un film fin, c'est pas un truc que tu peux analyser pendant 2 heures comme celui de Carpenter, mais il a le mérite de proposer quelque chose et franchement, je pense que la proposition vaut le détour. Donc si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez vu que vous n'avez pas trop aimé, redonnez-lui une chance. C'est vraiment un très très grand film pour moi. Ouais, pareil, et puis on reviendra avec le 2. C'est pas fini cette histoire. Ouais, ça serait bien de parler. Ça m'a donné envie de revoir le 2 et d'en parler. On essaiera de faire ça. Le 2, c'est ça, mais puissance 1000 au niveau de... Je fais du Rob Zombie et je sors des carcans de Carpenter. Ouais, bah écoute, dans le 2, il n'y a même plus le thème de Carpenter. Ah non, il n'y a plus le thème. On a tout dit ? Ouais. Bah écoute, il n'y aura pas de reco j'ai pas, non, sur cet épisode. On a... celui-là, le film. Oui, voilà. Il sort chez ESC en Blu-ray. Le Halloween de Carpenter. L'Halloween de Rob Zombie, pardon, putain. On s'en mêle les pinceaux. Il est sorti, je crois, aussi le remake, l'original de Carpenter chez ESC, non ? Ouais, il est sorti, mais je crois qu'il est. Mais c'est le. Je crois que je l'ai plus trouvé, moi. Enfin, il est peut-être plus. Ouais, je crois qu'il est en rupture, mais je l'avais acheté. Je l'ai plus. Je crois qu'il est plus dispo chez ESC. Voilà. Mais voilà, sinon il y a le remake de Rob Zombie chez ESC avec un beau coffret, 3 Blu-ray. 3 Blu-ray, ouais. La version Director's Cut. Ouais. Ah, on n'a même pas parlé de la version Director's Cut, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc il y a ça et un documentaire de 4 heures dans l'édition ESC. Donc voilà la reco. Bon, à la prochaine pour Halloween 2, alors de Rob Zombie. Hein. Ouais, pourquoi pas. On acte ça. Allez. Prochain épisode, Halloween 2, Rob Zombie. Ça marche. Allez, à plus tout le monde. Ciao. Ciao.